L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, la générosité, l'humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Les militants étudiants de l'Union progressiste Le Renouveau se sont formés à l'utilisation de la plateforme e-learning de la Sénat en Afrique du Sud. Le chef de l'état-major de l'armée crée un incident diplomatique après un voyage en Iran au Pakistan. La mousson meurtrière de cette année est aggravée par le changement climatique. Dans le sport de ce matin, deux assemblées générales prévues pour mercredi prochain, a annoncé la fédération béninoise de football. 12 équipes U20 et U21 de handball en compétition à Natitengu du 19 au 23 août 2025. Saka Yerima de Perere verra les demi-finales du Baroutem Challenge Cup 2025. Après Boulou et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera le guide pour une sieste efficace et sans regret. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetao et l'artiste qui sera à l'honneur est Sen Siloé, artiste gospel. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeu. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La salle de conférence des résidences Mohamed VI de l'Université de Parakou a accueilli une formation initiée par le mouvement des élèves et étudiants de l'Union progressiste Le Renouveau. Les participants ont été outillés sur le rôle du militant en période électorale et sur les techniques pratiques d'inscription sur la plateforme e-learning de la Sénat. Cette initiative vise à renforcer la transparence électorale et à préparer les étudiants à être éligibles comme agents électoraux dès 2026. Le 15 août, les murs du Palais Royal de Savalou ont vibré au rythme enivrant de la fête traditionnelle de l'Ignam. Cette célébration, véritable symbole d'une culture vivante, rend hommage aux ancêtres et met en lumière la richesse des traditions de cette ville emblématique du Bénin. Dans ce reportage signé Moutine Lavani, Elvic Ngwetao et Marcel Koti, revivez les moments forts de cette authentique fête au cœur de la Cité des Soirs. Ce vendredi 15 août, Savalou s'illumine au rythme de la fête de l'Ignam, une fête ancestrale qui rassemble filles et fils de cette terre pour rendre grâce aux ancêtres et célébrer les récoltes. Dans le palais royal, l'ambiance est débordante. Des chants, les danses et les percussions rythment la célébration, témoignant de l'importance de cette journée dans la mémoire collective. Ce sont les ancêtres qui avaient l'habitude de célébrer l'Ignam. L'Ignam est d'une importance capitale. On peut dire même que c'est un ancêtre. C'est un esprit que les ancêtres évoquent. Tant que les divinités de nos maisons ne consomment pas l'Ignam, nous ne la consommons pas non plus. Avant toute consommation de nous simples individus, le roi doit consommer. Les ancêtres doivent consommer avant que ça ne vienne au niveau du bas peuple. Dans cette atmosphère, visiteurs et natifs se confondent, savourant la richesse de la fête. Quand je suis arrivée à Savalou aujourd'hui, j'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout, j'ai adoré. Et la fête de l'Ignam, l'odeur de l'Ignam, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. C'est une belle fête. Et il y a de belles décorations. On a vu les gens qui sont richement habillés. Et c'est beau.
C'est beau de continuer comme ça. On ne doit pas perdre nos valeurs. Donc c'est bien. Nous sommes contents d'être ici et de faire partie de cette belle célébration. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours. Mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. Pour les natifs de Savalou, cette venue au palais n'est pas anodin. C'est un roi qui a constaté qu'il faut se rappeler de nos filles et fils qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent célébrer conjointement avec nous cette fête en convoyant leurs cotisations pour les rituels avant toute consommation de la nouvelle igname. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Partout dans la ville, des ruelles aux places publiques, l'ambiance est électrique. Le 15 août à Savalou est ainsi bien plus qu'un événement festif. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Toujours ce 15 août, la fête de l'Assomption a également été célébrée dans la ville. Plusieurs personnalités et autorités étaient de la partie. Marcel Poti, Elvik Mbetawa et Moudine Lawani pour le reportage. À Savalou, le 15 août a été marqué par une double célébration. L'Assomption dans l'église catholique et la fête de l'Igname qui s'est déroulée du 13 au 16 août 2025. Depuis 2006, ces deux événements se tiennent conjointement et attirent des visiteurs venus de partout. Le 14 août, Sa Majesté Dada Ganfon Bagidi 15 a accompli le rituel de la première consommation, ouvrant la voie à tous les fils et filles de la cité des Soha. Parallèlement, l'Église catholique a célébré l'Assomption lors de la messe solennelle en présence de nombreuses autorités. Notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénévole Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. À partir de janvier 2026, le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Nous célébrons le labeur de nos vaillants hommes de la terre. Je veux parler des paysans qui sont tout le temps à l'œuvre pour nourrir un peuple. Et donc, en dehors de cette célébration de la vaillance des paysans, c'est la fraternité, c'est l'unité, c'est surtout le partage. Le partage à travers ce mets qui est devenu un mets international que nous aimons tous, l'igname pilé. Dans la foulée, des visiteurs curieux savourent la fête et la beauté de la ville. C'est toute une joie pour moi de retrouver ma terre natale. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours, mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. On est venu voir les Savalois, on se sent à l'aise ici et on fait le tour, voilà, pour découvrir. Et on trouve que voilà, l'environnement est bon, il y a de l'air frais. Je suis arrivée à Savalou aujourd'hui. J'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout. J'ai adoré. Et la fête de l'igname, l'odeur de l'igname, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. Entre tradition et religion, Savalou
a offert l'image d'une ville unie où la foi et la culture s'embrassent dans une même ferveur festive. Après la messe de l'Assomption dans l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption de Savalou, les autorités à divers niveaux présents lors de la messe donnent leurs impressions. Ils sont au micro de nos reporters. Donc notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénémoine Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. Je pense qu'il ne dit pas autre chose que ce que nous aussi nous professons, que cela soit à l'Assemblée, au niveau du Parlement, ou bien que ce soit au niveau de l'exécutif. Nous appelons de tous nos voeux des élections apaisées dans la paix et dans la sérénité, et sans oublier que l'inclusivité doit être de mise. J'accueille avec beaucoup d'humilité l'homélie de notre père évêque et je pense que tout se passera selon ce qu'il a dit, et il a demandé que nous prions. Nous prions beaucoup la Vierge Marie, que lorsque nous entrons dans une église, que nous nous recueillons, que nous prions et lui la foi que tout se passera bien. Je pense que nous sommes bien en phase avec son homélie. 15 août, c'est l'ascension de la Vierge Marie pour intercéder auprès de Dieu le Père nos supplications, donc pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Au même moment, nous sommes venus célébrer avec la population de Savalou la fête de la moisson. Donc notre igname que nous consommons, je crois qu'on a pensé aussi aux membres de nos ancêtres qui seront les premiers à goûter à notre igname avant que nous-mêmes humains ne consommons. Ainsi, la prochaine saison sera une saison fructueuse. Donc pour l'abondance de nos cultures, de notre récolte l'année prochaine, je crois que nos prêtres ont prié pour que règne sur tout l'étendue du territoire la paix. Et si vous suivez bien l'homélie, il a insisté beaucoup sur la paix. En tant que président d'honneur de cette messe qui est organisée, je voudrais tout simplement remercier Dieu de nous avoir permis de connaître ce jour. Et je profite de l'occasion pour expliquer que ce jour donne une possibilité aux filles et fils de Savalou et leurs amis de se retrouver pour implorer Dieu sur notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, le Bénin fera face à beaucoup d'élections à partir de janvier 2026. Le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Donc c'est l'objectif principal qui nous a guidés à accepter d'être président d'honneur de cette messe. Je pense qu'aujourd'hui à Savalou, nous sommes dans une double célébration. Nous célébrons donc l'Assomption, qui est donc la montée de la Vierge Marie vers son Dieu. Cette montée symbolise donc la joie et puis l'espérance. L'espérance de la victoire de la Vierge Marie sur la mort et sa présence auprès de Dieu. En réalité, nous célébrons aujourd'hui l'espérance. Et cette espérance, nous voulons la partager avec toute la communauté de Savalou, mais toute la communauté béninoise, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée. C'est avec tous les Béninois et toutes les Béninoises que nous partageons ce jour d'espérance. Espérance, espoir pour le Bénin, pour chaque Béninois, chaque Béninoise et pour le Bénin tout entier. Ce que je retiens à cette célébration,
C'est le message de l'évêque qui a parlé sur l'humilité, qui a parlé sur la foi, et qui a parlé sur la vacuité de l'être humain et qui a fini par dire que vous pouvez tout avoir, si vous n'avez pas la foi, vous êtes zéro, et que c'est seule la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous avions besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin pour que nous soyons ensemble pour célébrer des événements comme celui-ci. J'ai assisté à une messe avec beaucoup de satisfaction. L'homélie de l'évêque a été, on ne peut plus dire, assez édificateur. Il nous invite à la paix. Dieu nous appelle à la paix. Notre pays a besoin de la paix, notre pays a besoin de la sécurité, notre pays a besoin du développement. Et tout ça, nous l'avons lu à travers l'homélie du prélat. Et il importe que ces valeurs puissent être celles qui vont nous caractériser les mois, les jours, les semaines à venir, parce que notre pays en a grandement besoin. Et en ce jour, en fait, du 15 août, l'appel que nous devons lancer à chacun et au peuple béninois, c'est cet appel d'unité, de dialogue, d'écoute et de fraternité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans notre pays, nous cacher d'une réalité, de ce que nous avançons vers des périodes cruciales pour la République du Bénin, pour les Béninois et les Béninoises. Et à travers donc, cette fête à Savalou, nous appelons tous à l'unité, à la fraternité, et que le Bénin triomphe. Le Bénin restera, le Bénin est un et indivisible. Et ce que nous avons de plus cher, chacun de nous, c'est le Bénin. Donc cette fête aujourd'hui, nous dédions ça à la fraternité, l'unité et la paix du pays. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, le général Rudzani Mafwaya a déclaré que son pays partageait des objectifs communs avec la République islamique de l'Iran, tout en critiquant Israël. Le gouvernement sud-africain a aussitôt pris ses distances, rappelant que la politique étrangère relève de la présidence. L'opposition demande même une sanction disciplinaire, alors que le général devra s'expliquer devant le chef de l'État dans les prochains jours. Au Pakistan, de violentes pluies diluviennes ont déjà fait plus de 350 morts et des centaines de disparus dans le nord du pays. Selon une étude scientifique, l'intensité inhabituelle des précipitations jusqu'à 60% supérieure à l'an dernier est liée au réchauffement climatique. Les autorités appellent la population à évacuer les zones à risque, alors que les pluies devraient encore s'intensifier dans les prochaines semaines. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Gadia pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, le sport c'est avec Elvic Ngweto. Le sport c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Internautes des Air Télévision, bonjour. La Fédération béninoise de football a annoncé l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire comptant pour la saison 2024-2025 le mercredi 20 août prochain. Les dites assemblées vont se dérouler dans l'enceinte du Centre d'excellence de Missérété et le démarrage des activités est prévu pour 9h30. Ces deux rendez-vous vont permettre sans doute à la fêtière du football béninois de faire le bilan de la saison écoulée et de faire la projection pour la saison à venir. En clôture de la 20e journée de Veikkaus Liiga, première division de la Finlande, SJK Seinäjoki a réalisé une démonstration de force sur la pelouse de Jaro, s'imposant largement 4-0. Avec ce succès, le club grimpe à la 5e place du classement avec 37 points et reste plus que jamais en course pour une place européenne. Parmi les artisans de cette victoire figure Tessilimi Olatunji. Entré en jeu dès le retour des vestiaires, l'attaquant béninois a pleinement profité de la seconde période pour s'illustrer. À la 77e minute, il a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le 4e but de la SJK, confirmant ainsi sa belle montée en puissance. L'ancien pensionnaire du championnat béninois vit une saison 2025 remarquable en Finlande, en alternant entre la première et la deuxième division, ainsi que les coupes nationales. Ces statistiques témoignent de son efficacité et de son impact. Au total, 20 matchs pour 5 buts et passes décisives en seulement 638 minutes de jeu. Une efficacité qui confirme son statut de joueur capable de faire la différence. La maison des jeunes de Nati Tengu accueille du 19 au 23 août
l'édition 2025 du championnat du handball des juniors. Une compétition qui permettra de révéler des pépites du handball béninois pour une relève de qualité. Au total, 12 équipes qui viendront de plusieurs localités du Bénin, dont 6 dans la catégorie des jeunes filles U20, venues de Lokossa, Bukumbe, Cotonou, Parakou, Abomey et Porto Novo. 6 au niveau des jeunes garçons U20 seront en compétition, venus également de Parakou, Lokossa, Djougou, Cotonou, Glazoué et Porto Novo. La Fédération béninoise du handball et son partenaire World Coca Bénin invitent les férus du handball de Nati Tengu à effectuer le déplacement pour vivre ces moments passionnants. Et pour boucler la Minute Sport, la 3e équipe qualifiée pour les demi-finales du tournoi de football Baroutem Challenge Cup est connue. Ce lundi 18 août 2025, à l'issue d'une rencontre âprement disputée, Saka Yerima de Perere s'est qualifié en remportant la séance des tirs au but contre Ilesha Baruba FC du Nigeria. À la demi-heure de jeu, la formation de Perere se fait le chemin dans la défense de son adversaire et parvient à ouvrir le score. Menés, les Nigériens sonnent le relève en multipliant les atouts offensifs. Ils finissent par trouver la solution pour égaliser quelques minutes avant la pause. En seconde période, les deux équipes affichent la volonté de prendre l'avantage l'une sur l'autre, mais le score restera de 1-1 au coup de sifflet final. L'épreuve des tirs au but tourne à l'avantage de Saka Yerima FC qui s'impose 4 buts à 1. Place ce mardi 19 août 2025 à la 4e et dernière rencontre des quarts de finale. Biro FC de Niki et Bouka FC de Kalalé vont disputer le dernier ticket pour les demi-finales. Coup d'envoi à 16h au stade Omnisport de Niki. C'est l'essentiel pour l'actualité sportive. Merci Elvic Ongotao pour le sport. À présent, chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zahir Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Le coup de fatigue après le déjeuner est un phénomène tout à fait naturel. Entre 13h et 15h, notre organisme traverse une phase de baisse d'énergie. La température corporelle diminue et les hormones d'éveil chutent, ce qui favorise la somnolence. Plusieurs facteurs accentuent cet état. Un repas trop lourd, riche en graisse ou en sucre, un manque de sommeil accumulé ou encore une charge mentale importante. Pour récupérer efficacement sans perturber son sommeil nocturne, la sieste est une excellente solution à condition de bien la pratiquer. La sieste idéale doit être courte, entre 10 et 20 minutes maximum. Elle doit aussi être faite avant 15 heures, car plus tard, elle risque de dérégler la production d'adénosine, la molécule qui régule la pression du sommeil. Une astuce pratique consiste à tenir un objet dans la main, comme un trousseau de clés. Lorsqu'il tombe, le bruit vous réveille au bon moment, évitant autant pour moi ainsi l'endormissement trop profond. Il existe toutefois des situations où la sieste n'est pas recommandée. Pour les personnes souffrant d'insomnie chronique ou d'un sommeil fragmenté, elle peut aggraver le manque de repos nocturne. De même, prendre un café après 14 heures empêche le cerveau de ressentir correctement la fatigue car la caféine bloque l'action de l'adénosine. En résumé, une sieste bien dosée est un véritable allié santé. Elle redonne de l'énergie, améliore la concentration et favorise une meilleure productivité sans altérer la qualité du sommeil nocturne. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie Dédéo pour ces conseils sanitaires. À présent, chers internautes, Elvic Ongotao une fois encore pour l'artiste du jour. Sénan Siloé, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongotao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Internaute des Zahir Télévision, bonjour à nouveau. Jeune béninois, né le 26 mars 1993 à Parakou, dans le département du Borgou, Sénan Siloé, de son vrai nom Sénan Laris Dadé, est un artiste auteur, compositeur, interprète, danseur et chorégraphe de musique gospel.
mariée et père, il a reçu la mission de sauver les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ par la musique et les témoignages. Dès son jeune âge, il manifeste un profond amour pour la scène, participant à des événements culturels, scolaires et ecclésiastiques. Après 7 ans au sein de la troupe de danse folklorique Jesus Power, dirigée par Cyril Adjovi, Sena intègre le groupe de comédie musicale Fleur de Lys, dirigé par le docteur Cardinal Akpakpa. Cela lui permet de développer son talent de chanteur et de comédien-danseur, remportant plusieurs prix d'interprétation et de danse dans le Septentrion avant l'obtention de son baccalauréat en 2013. Arrivé sur le campus, il rejoint la section musique et mannequinat de l'UCAO de l'Université de Parakou, enrichissant son expérience dans le domaine culturel. Il a été mannequin formateur à l'agence Wendekwe sous la direction de Rodrigo Gotouvi, expert en management de la culture et du tourisme. Converti en 2019, l'artiste est formé par l'Institut biblique du Collège des Missions et Église du Borgou. Il est à part le pasteur adjoint, chante et membre responsable de la chorale de sa communauté chrétienne. À ce jour, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Sena Siloé a sorti des singles gospel comme Jésus, l'ami fidèle et Mon Visa, avec l'album Le Salut, produit par KBSI, composé de 7 titres de styles variés. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour l'artiste du jour. Et pour le soir de ce matin, on se retrouve demain à présent. Chers internautes, Sylvie Dedeu et Elisabeth Iladia pour le Parlons-en. Une famille monoparentale peut-elle éduquer correctement un enfant? C'est le sujet de Parlons-en. De ce matin, le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moudine. Et Sylvie Dedeu, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moudine. D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Quand on parle d'une famille monoparentale, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je pense que quand on parle d'une famille monoparentale, ça veut dire que ça dit que bon, un des parents est absent. Ça veut dire qu'un des parents est absent. Est-ce que vous avez la même vision, Sylvie? Oui, j'ai la même définition, un des parents est absent. Alors, Sylvie, une famille monoparentale peut-elle éduquer correctement un enfant? Pour moi, je crois que oui. Vous croyez que oui? Elisabeth, je pense que vous croyez que non. Pas à 100%. D'accord. Une famille monoparentale peut-elle éduquer correctement un enfant? Pas à 100%. D'accord, pourquoi? Bon, en réalité, bon, quand on parle d'abord d'une famille, c'est les personnes, les premières personnes à qui on pense d'abord, ce sont d'abord les parents en réalité. Donc, c'est-à-dire que la maman et le papa. Donc, si une personne des deux est absente, je crois que bon, il y aura un problème. C'est vrai. Et l'autre personne qui sera là va essayer d'éduquer l'enfant, mais ce ne sera pas comme si l'autre personne qui est là ne peut pas éduquer comme les deux en réalité. C'est-à-dire que même dans nos langues locales, on dit que bon, c'est deux mains qui tapent en réalité. C'est-à-dire que pour faire peut-être... pour donner le son. Pour donner le son. Exactement. C'est-à-dire que c'est deux mains en réalité. Donc il y aura toujours un manquement quelque part là en fait. Il y aura toujours un manquement. Sylvie, vous pensez que un parent peut mieux éduquer un enfant? Oui, moi je le dis parce que, bon, déjà il y a des cas où par exemple l'enfant est orphelin de père ou orphelin de mère. On ne va pas dire que bon, parce qu'il est orphelin par exemple, le seul parent restant en vie par exemple ne peut pas éduquer l'enfant. Non, déjà c'est son enfant à lui et il sait en tout cas comment inculquer des valeurs à l'enfant. Il peut déjà éduquer son enfant en tout cas, peu importe si l'autre parent est présent ou pas. Je ne dis pas que les orphelins, comme vous le dites, Sylvie Dedeu, puisque vous avez un peu limité, voilà. Je ne dis pas que les orphelins n'ont pas reçu une meilleure éducation, mais est-ce que vous ne pensez pas que quand l'éducation vient des deux côtés, c'est plus concentré? Voilà. Je suis d'accord que ça serait plus concentré, mais le problème c'est que l'enfant au fait n'a rien à voir avec ça. Les parents ne sont plus ensemble. Donc on ne va pas regarder le fait que les parents ne soient plus ensemble pour ne pas éduquer l'enfant. Donc le seul parent présent doit faire en sorte d'inculquer les deux valeurs à l'enfant. Je connais des gens par exemple qui n'ont pas eu les deux parents présents par exemple, mais qui ont pu réussir dans la vie, qui respectent correctement les gens. Ils ne sont pas devenus délinquants. En tout cas, ils ont réussi exactement comme il faut. Et le seul parent présent a pu les éduquer, en tout cas comme il le fallait. Elisabeth, vous allez devoir m'excuser. Je vais rester un peu avec Sylvie. D'accord. Sylvie, il y a de ces
de ces petites choses-là dont l'enfant a besoin. Surtout quand les parents ne sont pas ensemble. Je prends l'exemple par exemple du mythe d'Oedipe. Non, c'est pas l'Oedipe. Bon, je m'embrouille un peu. Je prends le fait que l'enfant en question, il grandit seulement avec sa maman. Voilà, il a besoin d'un modèle, voilà, d'un modèle masculin. Mais quand il n'a pas ce modèle-là, l'éducation, quand c'est un garçon bien sûr, l'éducation n'est pas la même. Déjà, je vais prendre mon exemple par exemple. Moi, toute mon enfance, mon papa n'était pas présent. Mon papa, par exemple, en une année, on le voyait au plus 4 fois. Et quand il venait, c'était pour un week-end. Il est tout le temps au boulot, en train de voyager sur les chantiers et tout. Mais ça n'a pas empêché, par exemple, notre éducation, notre mère nous éduquer. Mais le truc à faire, c'est qu'il nous appelait presque tout le temps. Vous avez un frère? Oui, j'ai un petit frère. Le petit frère peut ne pas être d'avis avec ce que vous dites. Puisque moi, j'ai un petit frère, par exemple. Vous êtes une femme en devenir et votre maman, elle est là pour vous. Si vous voulez, je vais vous donner encore un exemple. Quand j'avais l'âge de 3 à 5 ans, par exemple, ma maman était malade. Elle est restée dans le coma pendant près de 2 ans. On ne savait même pas qu'elle allait, en tout cas, se réveiller un jour. J'étais restée placée chez des gens. C'était ma tante à moi. Mais il n'y avait pas ma mère, il n'y avait même pas mon père. Ça veut dire que les 2 parents étaient absents. Parce que papa, par exemple, ce qu'il voulait faire, c'était chercher de l'argent, en tout cas, pour pouvoir sauver la vie de maman. Mais j'étais restée chez une tante. Ça n'a pas empêché mon éducation. On prenait bien soin de moi, alors que là, les 2 parents n'étaient même pas là. C'est encore pire. Mais malgré ça, j'ai reçu une bonne éducation. Donc, en fait, ça dépend de la personne qui t'éduque, en fait. C'est là le problème. Ça dépend de la personne qui t'éduque. En fait, moi, je dirais plutôt que quand un des parents est absent, il y aura, je ne sais pas trop, peut-être que l'autre parent présent va peut-être surprotéger l'enfant ou soit te délaisser en quelque sorte. Parce qu'en réalité, tu vas te sentir un peu plus coupable. Si prenons l'exemple des mères célibataires par exemple, elles sont les seules sur qui les enfants peuvent compter en réalité. Donc, c'est cette moment par exemple, peut-être qu'elle aussi n'a personne, elle se réveille peut-être à 4 h du matin pour aller au travail. Ou pour aller au marché, peut-être par exemple pour vite trouver une place au marché. Donc en réalité, elle laisse, je ne sais pas trop, peut-être le petit déjeuner dans la casserole, dans la marmite, et puis laisse le lien de déjeuner et le dîner là en réalité. Donc elle ne sait même pas à quelle heure elle va rentrer. Parce que c'est une mère célibataire, elle doit chercher de quoi, en tout cas, ce que ses enfants vont manger en réalité. Donc cette maman sort de la maison. Elle revient peut-être, elle quitte peut-être la maison à 4 h du matin, et puis revient peut-être à 20 h, 21 h par exemple, quand les enfants sont déjà fatigués, les enfants sont déjà allés à l'école et dans la journée, ils reviennent et dans la soirée et puis sont déjà fatigués, les enfants dorment. Parfois même les enfants ne voient même pas la mère avant de se coucher. Donc en réalité, il y aura, je sais pas trop, les enfants vont se sentir délaissés. Même si en réalité les enfants comprennent que c'est pour leur bien que la maman sorte chaque matin, et ils vont quand même se sentir un peu délaissés et puis se sentir un peu inférieurs à l'autre qui rentre peut-être à midi et trouve ses parents à la maison avec la nourriture vraiment au chaud, et puis toi qui rentre peut-être à 13 h par exemple, ou même à midi, mais que le déjeuner est déjà froid, là il n'y a personne pour réchauffer, des trucs comme ça. Donc en réalité, je crois que l'enfant, c'est vrai, et l'autre parent présent va tout faire pour assurer l'éducation de l'enfant, mais si cela part vraiment et comme quand les 2 parents seront là. Déjà, moi, je crois que c'est possible que les 2 parents soient ensemble sans pour autant être présents pour les enfants. Je prends l'exemple où les 2 parents, par exemple, sont des fonctionnaires, ou peut-être le père est un homme d'affaires et la maman est une fonctionnaire, par exemple. Et dans le cas là, par exemple, le papa voyage tout le temps et la maman également va au boulot. Ça veut dire que les 2 parents sont ensemble, mais ne sont réellement pas présents. Je ne vois pas vraiment où est la différence entre la maman et je parlais tantôt de modèle tout à l'heure. Sylvie, vous ne comprenez peut-être pas le fait que les 2 parents soient là, en quelque sorte. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous apprend chaque matin. Mais quand je dis un modèle, c'est que vous voyez votre papa chaque matin, vous voulez être comme lui. Vous voyez votre maman chaque matin, vous voulez être comme votre maman. Vous voyez, c'est déjà une sorte d'éducation. Vous voyez, vous regardez le savoir-faire, la façon dont la maman elle se réveille, elle vous fait le déjeuner, la façon dont le papa il se réveille, il remet les petits déjeuners sur la table. Et voilà, tous ces agissements-là contribuent à l'éducation de l'enfant. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, Mouidine. Mais en fait, il y a des cas spécifiques où on ne peut pas vraiment demander aux 2 parents d'être présents, par exemple. Il y a des cas comme ça. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que les personnes, par exemple, qui ont vécu avec un seul parent n'ont pas reçu une bonne éducation. En fait, ils l'ont bien reçu. Mais en fait, ce n'est pas la faute de l'enfant. Donc, le seul parent qui est présent doit faire en sorte que l'enfant en question ne manque de rien. Comme Elisabeth l'a dit tout à l'heure, surprotéger l'enfant, par exemple, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un manquement quelque part. Mais donc, quand on surprotège l'enfant, c'est déjà un défaut.
En réalité, vous voyez, dans un couple, dans une famille, par exemple, quand le père est figure d'autorité, par exemple, la mère est un peu plus douce en fait. C'est-à-dire que quand le père est un peu dur avec les enfants, c'est la mère qui les protège en réalité, se dit que bon, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de parler à votre père. Et puis la punition qu'il vous a donnée, il va un peu essayer, en tout cas, de laisser passer en fait. Et puis quand le père est là pour, je ne sais pas trop, gérer, disons que la mère n'a pas peut-être étudié par exemple, et que le père est là pour faire les devoirs de l'enfant, mais la maman est là pour accomplir d'autres tâches plus importantes dans la maison. En réalité, on se complète dans la vie en fait. Donc s'il y a un parent qui est absent, je crois que ça porte un peu préjudice à l'enfant. C'est vrai, l'éducation, peut-être que l'éducation de l'enfant n'aura rien à voir, mais il y aura toujours un manquement quelque part là. Prenons par exemple maintenant, dans un couple, dans une famille, la plupart du temps, les garçons, ce sont eux les premiers maris de leur maman. Ils considèrent même leur maman comme leur première femme en fait. Alors que tu vois ce que ta maman fait, tu vois ce que tu n'as pas fait à ta maman, et puis bon, tu as une idée de comment se passe la vie en réalité. Mais disons par exemple, tu as grandi avec un père célibataire qui peut-être ramène plusieurs concubines à la maison, ramène juste ses copines à la maison, et puis il n'a pas vraiment une relation stable. Tu auras tendance à penser que bon, dans la vie, il ne faut pas vraiment se focaliser sur une femme, ou soit il faut être un peu, excusez-moi du terme, en fait, janjou, pour, je ne sais pas trop, être libre. Alors en réalité, ça, c'est pas être libre. Alors que si tu grandis dans une famille où, bon, le père est fidèle, la mère est là tout le temps, et ils se disputent, mais arrivent quand même à trouver un terrain d'attente. Tu sais que bon, dans la vie, il y aura forcément des problèmes, des hauts et des bas. Sauf que bon, il faut toujours être là pour l'autre en réalité. Il faut se compléter. Donc je crois que c'est vrai. Et peut-être que l'éducation, il n'y aura pas vraiment de problème à éduquer, mais il y aura forcément un manquement quelque part là. Forcément, il y aura un manquement. Forcément, il y aura un manquement. Sylvie, Dédéou, une intervention pour finir. Déjà, si je dois tenir compte de l'argument d'Elisabeth, si je comprends bien, c'est que je suppose que je suis dans un foyer, par exemple, où ça ne va pas, je reste dans le foyer là, même si on ne s'entend pas réellement. Pas parce que l'éducation de l'enfant serait bafouée, par exemple, il y aura un manquement quelque part. Vous savez, mais même les parents divorcés arrivent à trouver, bon, et de l'entendre en réalité, c'est-à-dire qu'ils se disent que bon, si l'enfant passe l'année scolaire chez moi, l'enfant passe les vacances chez toi. J'essaie de comprendre. Sauf que ses parents sont quand même présents. Parce qu'en réalité, si peut-être que la fille est peut-être, ou le garçon est peut-être chez sa maman pendant l'année scolaire, les week-ends, le père passe peut-être et prendre cet enfant-là les week-ends. En réalité, c'est vrai, ils sont divorcés, mais se complètent quand même d'une autre manière. Mais c'est quand les parents sont totalement, c'est-à-dire que quand un parent est totalement absent, peut-être que l'autre parent est mort, ou soit la mère est complètement célibataire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure paternelle, ou il n'y a pas de figure maternelle, c'est là qu'il y a un problème en réalité. Mais si peut-être que le père voyage par exemple et que la mère est tout le temps là, le père rentre peut-être et passe 2 ou 3 mois au pays et revoyage, il n'y a pas vraiment de manquement. C'est vrai que bon, il n'est pas tout le temps là, mais il est quand même là quelquefois. On vous a écouté Sylvie, on vous a écouté Elisabeth Iladia. Chers internautes, une famille monoparentale peut-elle éduquer correctement un enfant? Donnez votre avis en commentaire. Merci une fois encore, chers panélistes. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci pour votre présence de tous les jours et à très bientôt.